Merci Thierry Volton d'avoir accepté l'invitation de Philodécrypte qui organise chaque mois un moment de réflexion sur l'actualité. Et je vais être franc avec vous, ce qui nous intéresse chez vous, c'est que vous êtes plutôt un homme issu de la gauche, journaliste à Libération notamment, mais qui a consacré une grande partie de sa vie à dénoncer le système et l'idéologie communiste, une obsession plutôt de droite. En plus, vous n'avez jamais lâché, malgré les critiques, en écrivant de nombreux livres, dont l'histoire mondiale du communisme, qui est aujourd'hui une référence et qui a d'ailleurs remporté de nombreux prix. Bref, vous êtes ce qu'on appelait il y a un demi-siècle un anticommuniste primaire, c'est-à-dire qu'on peut considérer aujourd'hui comme faisant partie d'une tribu qui a été la première à dénoncer le système mis en place en Union soviétique, qui était à l'époque souvent considéré à gauche comme le paradis. Et malgré environ 100 millions de morts, il y a aujourd'hui encore des nostalgiques qui ont des difficultés à renier cette idéologie. On ne voit que ce qu'on croit. Tout le monde sait que c'est le philosophe Gaston Bachelard qui a dit ça, ce qui confirme une idée que vous défendez dans vos livres sur la dimension religieuse de cette idéologie marxiste. Votre dernier livre, Le retour des temps barbares, confirme cet aveuglement des démocraties, car c'est une analyse implacable de l'erreur des Occidentaux qui, après la chute du mur de Berlin, ont tout fait pour éviter d'imposer une sorte de Nuremberg, notamment en Russie, c'est-à-dire un moment fort pour juger les responsables de ces crimes et remettre en cause des décennies de propagande qui ont formaté les esprits. Un Nuremberg qui aurait permis de casser ce système totalitaire qui a régné pendant plus de 70 ans sur l'Union soviétique et sur ses satellites. Du coup, selon vous, les principaux acteurs des régimes communistes sont restés en place. Discours différents, mais même méthode, avec une priorité, éviter d'être contaminé par la démocratie. Vrai en Russie, vrai aussi en Chine et dans un certain nombre d'autres pays comme la Corée du Nord. Ce qui explique que la moitié du monde vit aujourd'hui en dictature, dictature souvent héritée du système communiste. J'ai simplifié, ça mérite d'être développé et argumenté. C'est pour ça que nous vous avons invité Thierry Volton et que nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui et de vous donner la parole. Ma première question est simple. Qui êtes-vous, Thierry Volton? Car chez Philodécrypte, on aime bien savoir qui parle. Et pourquoi l'idéologie communiste est au cœur de votre travail de journaliste et d'écrivain. Alors, qui je suis? D'abord, j'ai 75 ans. J'ai effectivement commencé ma carrière professionnelle, si je puis dire. Je n'ai pas fait d'études extraordinaires. J'ai fait de la sociologie, c'est-à-dire ça mène partout et nulle part à la fois, donc on oublie ça. J'ai donc commencé ma carrière assez jeune, 24 ans, au journal Libération, qui était effectivement à l'époque beaucoup plus à gauche qu'il n'est aujourd'hui, fondé entre autres par Jean-Paul Sartre. Ce qui m'a permis, si vous voulez, d'évoluer intellectuellement. En 1968, j'avais 17 ans, donc j'ai baigné évidemment dans cette espèce d'aura gauchiste, qui voyait en la Chine un paradis formidable, avec des gardes rouges qui tuaient à tire-larigot et qui mangeaient le foie de leurs professeurs. Donc à Libération, j'ai été évidemment dans un milieu d'extrême gauche, soyons clairs, mais j'ai rapidement été un dissident, spécialiste de politique internationale. Moi, je m'occupais des pays communistes, donc j'ai voyagé derrière le rideau de fer. Et là, j'avoue que... C'était dans les années 70, c'est ça? Oui, 74, 79. Moi, j'y allais en vérité parce qu'il y avait déjà une certaine agitation dans ces pays-là. J'y allais pas pour aller voir la réussite du régime, ça m'intéressait pas parce que j'avais déjà lu un certain nombre de choses. Ce qui m'intéressait, c'était les dissidents qui commençaient à percer et qui vont d'ailleurs finalement arriver à faire chuter le communisme, et particulièrement en Pologne. La Pologne qui a toujours été un peu rebelle au système communiste. Et là, il y avait un certain nombre de dissidents extraordinaires, des jeunes intellectuels. Un, entre autres, qui est toujours vivant et qui est un homme extraordinaire, s'appelle Adam Michnik. Il a fondé le plus grand journal polonais, Gazeta Wyborcza. Voilà. Donc j'ai rencontré cet homme et d'autres encore qui m'ont ouvert les yeux. Alors ça m'a pas mal bouleversé, je ne vous cache pas. Après, j'ai continué à aller dans d'autres pays. Je suis allé en République tchèque, je suis allé en Hongrie, je suis allé en Bulgarie, je suis allé en Union soviétique, bien sûr, où là, j'ai rencontré un certain nombre de dissidents aussi. Bon, tous ces gens-là avaient un discours évidemment anti-soviétique et anti-communiste parce qu'ils vivaient le système. Et c'est ça qui était intéressant. C'est comment ça se fait que ces gens qui vivent les systèmes avaient
une clarté extraordinaire sur ce système. Il faut dire aussi qu'avoir été un peu gauchiste, c'est pas forcément nul, dans le sens où je me suis gavé de marxisme-léninisme. J'ai lu beaucoup de Marx, beaucoup de Lénine, et donc, si vous voulez, moi, je les repère comme ça. Je les sens maintenant tout de suite. Donc ça, c'est aussi une formation qui est très intéressante. Bon, après, la deuxième étape de ma vie et qui a été fondamentale, c'est que dans le cadre du premier livre que j'ai écrit, qui est paru en 1979, qui s'appelle L'Occident des dissidents, dans le cadre de ce livre, j'ai rencontré une jeune femme, qui est devenue ma femme, qui était une jeune Russe, qui venait d'arriver de l'Union soviétique, et cette femme a été capitale pour moi, parce qu'elle était au cœur de la dissidence. Cette femme est morte malheureusement très jeune, mais elle reste dans mon cœur. Excusez-moi, je suis un peu ému. Elle reste dans mon cœur, évidemment, pour tout ce qu'elle a représenté pour moi, et elle a été absolument fondamentale dans ma formation intellectuelle. Bon, et puis après, écoutez, j'ai continué sur cette voie, d'autant plus facilement qu'elle n'était pas trop fréquentée. Je n'avais pas beaucoup de concurrence, soyons clairs. Le livre qui m'a rendu très célèbre, c'est un livre qui est paru en 1986, qui s'appelle « Le KGB en France », où je raconte comment les services secrets soviétiques infiltrent une démocratie comme la nôtre. Et donc, ça a eu un succès phénoménal parce que j'ai été invité par Bernard Pivot à Apostrophe. J'ai gagné beaucoup d'argent avec ce livre. Gagner de l'argent sur le KGB, c'est pas mal, je dois le dire, j'étais assez content. Ça m'a ouvert évidemment très rapidement les portes à plein de maisons d'édition. J'ai publié à peu près 30 livres à l'heure où je vous parle. Et puis il y a cette histoire mondiale du communisme qui est unique au monde. Il n'y en a pas d'autre, telle qu'elle est conçue en tout cas, parce que c'est une histoire mondiale, écrite par un seul homme, moi, et qui a un ton particulier, qui est vraiment un ton d'auteur, qui prend parti, je ne vous le cache pas. D'ailleurs, vous allez comprendre comment je prends parti, c'est qu'il y a 3 tomes dans cette histoire mondiale du communisme, qui font chacun 1500 pages. Le premier tome s'appelle « Les bourreaux », le deuxième tome s'appelle « Les victimes », le troisième tome s'appelle « Les complices ». J'ai mis 10 ans à écrire ce livre, 10 ans où je n'ai fait que ça. Vous avez parlé des dissidents, c'est quand même eux qui vous ont ouvert les yeux. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé quand vous débarquez dans cet univers? Qu'est-ce qui vous frappe le plus? D'abord, c'est des intellectuels quand même. Oui, tous des intellectuels. Ça, soyons clairs, c'est tous des intellectuels qui sont jeunes encore. La Pologne est un cas particulier. D'abord, c'est un pays très difficile à avaler pour le communisme à cause de l'Église qui occupe une place très importante dans la formation des Polonais. Donc, ce qui m'a surpris, pour répondre à votre question, c'est d'abord leur ouverture d'esprit, leur culture. Et ça, c'est très important, la culture. C'est l'avantage du totalitarisme. C'est que les gens étant enfermés tellement dans un monde fictif, on leur dit que c'est le paradis, etc., alors qu'ils voient bien quand ils vont dans les magasins qu'il n'y a pas rien à bouffer. Les gens se réfugient beaucoup dans la culture, dans les livres particulièrement. Moi, j'ai rencontré des gens d'une culture absolument incroyable. Et politiquement, alors, comment ils se situaient? C'était assez à gauche. Havel, par exemple, qui est devenu président de la République tchèque. Bon, ce n'est pas le cas de Sakharov, bien sûr. Quoique Sakharov a quand même été longtemps à gauche. Ce n'est pas des fascistes. Voilà, soyons clairs, aucun n'était des fascistes, c'était des bons démocrates de gauche, je dirais des sociodémocrates, qui avaient un regard très critique sur le communisme, mais qui croyaient en la démocratie. Cette gauche qui était relativement indulgente à l'époque. Alors comment ils ont réagi vis-à-vis de vous? D'abord à Libé, comment ça s'est passé? Je me sentais assez mal à l'aise, j'ai eu des conflits quand même avec la rédaction. Ouais. Je vous donne un exemple, c'est la chute de l'Angola en 1977. L'Angola, qui était une colonie portugaise, il y avait des guérilleros qui menaient le combat. Et les guérilleros ont gagné et ils ont pris le pouvoir. C'était tous des marxistes-léninistes, mais surtout, il y avait sur place à peu près 30 000 soldats cubains. C'est les Cubains qui, en vérité, ont gagné cette guerre. Ce n'est pas les guérilleros. Et ce soir-là, j'étais de permanence au journal et j'ai fait titrer une victoire cubaine. Ouh là 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 là. Le lendemain matin, j'étais en procès, croyant comment c'est pas possible, c'est une victoire du peuple. Donc ça vous donnait un peu l'ambiance. Et j'ai démissionné, j'ai mangé beaucoup de vaches enragées. Et puis finalement est arrivé le KGB en France qui m'a sauvé. Finalement, je dois beaucoup au KGB. Ça veut dire que depuis 1986, je suis un homme totalement libre et je tiens à le rester. Je ne dépends de personne, ce qui est excessivement rare, je dois le dire, dans le milieu même des écrivains. Je crois qu'on doit être à peu près 100. Quelquefois, je ne sais pas, très facile, je vous le dis, mais enfin bon. Il vaut mieux être libre qu'avoir de l'argent. Pas de regret quand même? Qu'unement. Non, au contraire, même la liberté est la chose la plus importante dans ma vie. Qu'est-ce qui a fasciné le monde dans le système communiste? Alors la force du système communiste, et ça c'est très très important à mon avis à comprendre, le communisme a repris dans ses espérances des espérances chrétiennes. Et ça a marqué beaucoup les esprits, inconsciemment, je dirais. Ça a facilité considérablement la pénétration du communisme dans les esprits. Quelle espérance chrétienne? Grossièrement, évidemment, pardonnez-moi d'être si schématique. Qu'est-ce que dit le message chrétien? Les derniers seront les premiers. Qu'est-ce que dit le message communiste? Il y a une phrase célèbre de Lénine, juste après la prise du pouvoir. Grâce à nous, la cuisinière pourra diriger le pays.
C'est-à-dire que les derniers seront les dirigeants du pays. À travers le parti, bien sûr, parce que c'est le parti qui représente le peuple. Bon, tout ça est évidemment une fiction. Mais bon, il y a une reprise de ce message d'espérance en disant, bon, que l'on vit sur Terre, c'est pas formidable. La chrétienté dit, mais attendez, vous allez voir au paradis, qu'est-ce que disent les communistes? On se serre la ceinture, la lutte des classes, et vous allez voir, on va vous mettre à la tête du pouvoir. Ce qui évidemment n'est jamais arrivé, puisque le parti dirige tout, et en vérité, une poignée de membres du parti dirige tout, ce que l'on voit encore aujourd'hui en Chine, par exemple. Et pourquoi l'échec de cette belle idéologie? Parce que ça ne peut pas marcher, tout simplement. Pourquoi ça ne peut pas marcher? Parce que d'abord, les gens voient tout de suite que la promesse qu'on leur fait ne marche pas. Alors, je vais être un peu dur avec les chrétiens, excusez-moi, mais le chrétien ne peut pas vérifier que la promesse ne marche pas, parce que vous n'avez jamais rencontré quelqu'un qui est revenu du paradis. Mais si on vous promet le paradis sur Terre et que vous voyez que ce n'est pas le cas, vous dites, le paradis, mon œil. Mais personne n'ose protester. N'oublions pas que nous sommes dans un régime totalitaire. Qu'est-ce que c'est qu'un régime totalitaire? Qu'est-ce qui distingue un régime totalitaire d'une dictature? Aujourd'hui, Poutine est une dictature, mais ce n'est pas un régime totalement totalitaire, ne serait-ce que parce qu'il y a encore quelques petites respirations qui existent, des journaux encore, un peu d'Internet. Mais un régime totalitaire a la prétention de transformer les hommes. Une dictature n'a pas la prétention de transformer les hommes, elle a la prétention de les mettre en ordre. C'est différent. C'est-à-dire, on vous tape dessus si vous êtes en dehors du rang. Non seulement, dans un régime totalitaire, on vous tape dessus si vous n'êtes pas dans les rangs, mais on travaille sur votre cerveau, avec la propagande. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, vous ne devenez pas un robot, c'est exagéré, parce qu'un homme n'est jamais un robot, vraiment. Mais en tout cas, vous êtes obéissant. Et l'obéissance ne vient pas forcément de l'ordre au-dessus de vous. Il vient de vous-même, parce que vous-même, vous êtes conditionné à être obéissant au pouvoir. C'est ça le totalitaire. C'est un espèce de système global qui fait que vous êtes enfermé. La non-liberté, c'est pas seulement celle que vous impose le pouvoir, mais c'est aussi celle que vous vous imposez à vous-même parce que vous êtes formaté pour ça. Et c'est terrible. Alors est-ce que ça veut dire que le rêve d'égalité s'est heurté à un autre rêve, celui de la liberté? Et est-ce que ces deux concepts, comme dirait Dominique Schnapper, la fille de Raymond Aron, est-ce que ces deux concepts ne sont pas au fond antinomiques? Est-ce que ce n'est pas le drame de l'idéologie marxiste et du système communiste? Oui, bien sûr, vous avez raison. Je pense fondamentalement que même si les hommes aiment la sécurité, l'ordre, etc., il y a toujours chez eux, et c'est ce qui fait la qualité de l'être humain, un désir de liberté. Et ça, c'est très important. C'est évidemment encore plus fort lorsque vous êtes dans un pays dictatorial ou dans un pays totalitaire, même si on vous empêche de penser, de cesser la liberté. Pourtant, la Chine est le plus grand pays communiste au monde aujourd'hui. C'est un vrai pays communiste. Alors vous allez me dire, c'est formidable, les entreprises, etc. Oui, bien sûr, j'entends bien. Ils ont compris ce que c'était que le capitalisme, grâce à notre argent, celle des pays capitalistes, qui ont financé considérablement l'industrie chinoise et qui permet aujourd'hui de nous tailler toutes les croupières que l'on sait. À côté de ça, vous avez un véritable régime communiste qui opprime totalement le peuple chinois. Est-ce que ça veut dire que le Chinois ne veut pas de liberté? Alors, je ne sais pas ce que veulent tous les Chinois, mais je crois à la nature humaine. Je pense que cette nature humaine est fondamentalement habitée par la liberté. Même si on la néglige, cette liberté. Il y a toujours une petite lumière qui brille. Regardez aujourd'hui ce qui est en train de se passer à Cuba. Je veux dire, ils n'ont plus rien là, parce que, alors on va dire que c'est le blocus, mais non, c'est le système qui a fait ça. Je veux dire, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus rien. Au bout d'un certain moment, le sentiment de liberté se dit, mais qu'est-ce que je fais sur ce bordel de pays? Donc tout le discours égalitaire ne marche pas. Et d'ailleurs, je dois préciser une chose qui est très importante et que l'on voit bien d'ailleurs aujourd'hui en Chine et que l'on voit bien détournée aujourd'hui par M. Poutine, qui est un héritier de communisme, même s'il ne s'en réclame plus, c'est que le système communiste, l'idéologie communiste dans les pays qui ont été communistes, qui ont été marqués par ça, n'a pas été crue très longtemps en vérité. Et le régime s'en est aperçu, parce qu'il avait des moyens considérables de surveillance. On parlait que dans la cuisine dans les pays communistes, avec le robinet qui coule, hein, parce qu'on avait peur des micros. C'était une habitude. Quand je suis allé en Pologne, je n'ai parlé que dans les cuisines. Ces pays communistes, au bout d'un certain moment, les dirigeants de ces pays communistes ont craint qu'évidemment le peuple ne croit plus au système. Alors, est apparu quelque chose que j'appelle le national-communisme. L'exemple même du national-communisme, c'est Staline, par exemple, qui était le pire des dirigeants communistes. Ce nationalisme a considérablement servi les régimes communistes à dominer. Et vous le voyez aujourd'hui en Chine, il n'y a pas plus nationaliste que la Chine aujourd'hui, qui rêve évidemment de reprendre Taïwan. Dans la propagande officielle chinoise, le nationalisme est excessivement présent contre l'Occident. Aujourd'hui, le discours de Xi Jinping, c'est un discours de revanche. Ils nous ont
martyrisés, ils nous ont dominés, exploités. Et aujourd'hui, c'est le temps de la revanche, parce que la Chine est un grand pays. Nous devons retrouver notre place dans le monde. C'est pour ça que le nationalisme est toujours très important dans le discours communiste aujourd'hui. Et c'est vrai de la Corée du Nord. Le discours officiel, c'est un discours nationaliste. On va récupérer la Corée du Sud, on va les écraser, etc. Donc, c'est un élément qui a considérablement aidé l'idéologie communiste à continuer à perdurer. Contradiction alors entre égalité et liberté? Ah oui, j'ai pas répondu. Parce que c'est assez complexe quand même. Je vous ferai remarquer que c'est la devise française, hein, liberté, égalité. Il y a fraternité entre les deux, d'ailleurs, ce qui montre qu'il y a un problème. Vous avez raison. Bon, l'égalité, soyons clairs, c'est aussi un des succès du communisme. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous avez toujours quelqu'un que vous enviez, parce que c'est votre voisin, il a une plus belle bagnole, une résidence secondaire que vous n'avez pas, etc., etc. Il y a toujours de l'envie, qui est à mon avis quelque chose qui est très ancré. La liberté est évidemment ancrée, c'est une belle chose, mais l'envie, c'est aussi ancré, je dirais même peut-être c'est plus profond que la liberté. Jalousie même. La jalousie, oui, par rapport à ce qu'a l'autre. Donc, ce discours égalitaire a été très entendu. D'ailleurs, ce discours égalitaire, il est celui qui est encore employé par la gauche en général. Donc, ce slogan hérité de la Révolution française, avec tout ce que ça représente de bien et de mal, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de mal, reste entaché de sang. Oui, alors vous parlez de 100 millions de morts. Je sais que parfois c'est un chiffre qui est critiqué. Et notamment, il y a un certain nombre d'intellectuels, pas uniquement à gauche, qui disent qu'il y a aussi, parmi ces morts, des morts de l'histoire, de la guerre, des famines. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Quand on vous critique sur ce chiffre de 100 millions... Un chiffre, c'est absolument abstrait. 100 millions. Vous imaginez ce que c'est que 100 millions? Alors, je ne sais pas s'il y a eu 100 millions de morts. Ce que j'ai dit d'une façon générale, ce que j'ai écrit d'ailleurs dans mon Histoire mondiale du communisme, pour avoir une idée du nombre de morts du communisme, il suffit de dire que le communisme a fait plus de morts que les 2 guerres mondiales réunies. Voilà. Est-ce que vous diriez que le communisme est intrinsèquement pervers, comme le disait le pape dans les années 30? Oui, oui. Et pourquoi? Le phénomène essentiel du communisme et de son côté mortifère, c'est ce que dit Marx et la pensée essentielle de Marx. Qu'est-ce que dit Marx? Il dit la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Donc, si vous voulez avancer dans l'histoire, il faut pratiquer la lutte des classes. La lutte des classes, il faut trouver des classes à éliminer. Un jour, c'est les bourgeois, un autre fois, c'est l'Église, un autre fois, c'est les intellectuels, après, c'est les paysans. Les paysans sont les grands martyrs du communisme, les très grands martyrs du communisme. On l'oublie toujours, mais dans les 100 millions de morts, la moitié sont des paysans. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont attachés à leur terre. Et on ne peut pas être attaché à quelque chose dans le communisme. La seule attache qu'on permet, c'est au parti. Même si c'est un petit lopin de terre de rien du tout. La propriété, elle est collective, elle n'est pas privée. Elle ne peut pas être privée. Vous avez été parfois critiqué par vos anciens amis de gauche. Est-ce que ça vous a surpris? Non, pas vraiment. Vous savez, il y a une expression que j'ai adorée d'un Palestinien qui a dit que la Palestine, c'était une arête dans la gorge du monde. Donc, si vous voulez, le communisme, même si on sait que c'est mauvais, il n'y a plus personne qui voudra vraiment le défendre, enfin, à part quelques oiseaux, mais c'est quand même le passé communiste, c'est une arête dans la gorge du monde. Cette idéologie a représenté un tel espoir qu'il est difficile d'en faire le deuil. C'est de vous, hein, ça. Hein. Donc, il y avait vraiment un espoir très fort. Mais bien sûr, si vous vous reportez au début du XXe siècle, après 1917, il y a vraiment un espoir gigantesque, mais on n'imagine pas ce que c'est aujourd'hui. C'était vraiment le nouveau monde qui allait se mettre en place. Quand vous croyez à quelque chose, vous avez du mal à revenir sur vos croyances, sinon vous dites je suis un couillon et je me suis fait avoir. Je vais vous donner un exemple. Un jour, j'étais dans une émission de télévision et je sors du studio et il y avait Serge July. Serge July qui était mon patron de Libération, autant très gauchiste. Et tout d'un coup, il me dit « Ah Thierry, comment vas-tu ?» Et il me dit « Ah, c'est vrai Thierry que tu as écrit 10 livres sur le communisme ?» D'un air de dire « Bon pote, tu perds ton temps. » Mais c'était quand même des gauchistes qui étaient très anticommunistes. Ils étaient anti-soviétiques. Ils détestaient l'Union soviétique, la bureaucratie soviétique. Il faut dire qu'à l'époque, Brejnev, ça ne faisait pas rêver. C'est pas très sexy, oui. Pas très sexy. Par contre, les jeunes gardes rouges qui défilaient devant le camarade Mao, là, ça faisait rêver. Le problème de la mémoire du communisme, c'est évidemment ce problème d'espérance. Et aussi, il y a un autre problème, moi en tout cas sur lequel je mets le doigt parce que c'est là où ça fait mal, c'est la culpabilité occidentale. Elle est gigantesque. C'est-à-dire que nous avons laissé faire, nous avons fermé les yeux sur le drame. La grande terreur, on a très peu parlé dans les journaux. La famine ukrainienne qui a fait à peu près 6 millions de morts. Alors il y a eu des témoignages, mais on a détourné le regard. On n'a pas voulu voir
Exactement, d'ailleurs, je prends la comparaison avec le nazisme, l'extermination des Juifs, qui ont commencé à partir de 1942, pendant très longtemps, les Occidentaux n'ont pas vu le voir, même les dirigeants occidentaux. Je pense à Roosevelt, je pense à Churchill, qui ont mis ça dans le tiroir, parce qu'il ne fallait pas faire une guerre pour les Juifs, il fallait faire une guerre pour la libération du monde. La culpabilité occidentale est gigantesque. Alors, c'est pas agréable à entendre, je sais bien, mais il faut la comprendre pour comprendre pourquoi aujourd'hui, il y a ce malaise. Parce que lorsque vous êtes complice d'un crime, et là vous avez le crime le plus grand de l'histoire de l'humanité, dans un temps si court, attendez, ça a duré même pas un siècle, le seul comparaison qu'on pourrait faire dans la criminalité, c'est l'esclavagisme. L'esclavagisme, ça a duré 2 siècles, 3 siècles même. Cette culpabilité, inconsciemment, elle habite le monde occidental. Et donc, quand on est coupable, même si on n'a pas conscience de cette culpabilité, on ferme la porte et on oublie. Et c'est ça le problème du communisme. C'est quand vous réalisez combien la mémoire communiste existe, parce que finalement, la seule comparaison qu'on pourrait faire de la criminalité d'un système, c'est le nazisme, évidemment. La différence entre le nazisme et le communisme, c'est que ce nazisme a été jugé, il a été condamné unanimement par l'humanité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, personne, à part quelques zozos, personne n'ose se réclamer du nazisme. Il suffit que dans une conversation qui est un peu affrontée comme ça entre 2 personnes, il y en a un qui sort le nom d'Hitler, c'est fini. L'autre, il est vitrifié. Si on vous dit « Ah, tu fais un discours léniniste », « Oh, bah oui, je fais un discours léniniste, un discours de gauche, c'est pas si mauvais que ça ». Ce qui fait cette différence fondamentale, c'est que effectivement, d'abord, ça a été jugé internationalement avec le tribunal de Nuremberg. Donc, ce jugement a quand même mis au bas de l'humanité ce qu'a été ce régime, son aspect criminel, son aspect raciste, son côté génocidaire. Et ça a permis de liquider le problème du nazisme. Bravo le tribunal de Nuremberg. Ce tribunal n'a jamais été mis en place en ce qui concerne les crimes du communisme. Pourquoi ? Il y en a un qui a essayé, c'est Boukowski, qui était un dissident que moi j'ai très très bien connu, qui était un de mes amis, qui est mort maintenant. Vladimir Boukowski, tout de suite à la chute de l'Union soviétique, en 1992, il est allé à Moscou, il avait rencontré Helsinki, drôle de personnage Helsinki. Le seul moment où la Russie a été vraiment libre, aussi paradoxal que ça peut paraître, c'est sous Helsinki. Ça a duré 10 ans, ça a foutu un bordel gigantesque, ce qui a permis d'ailleurs à Poutine d'arriver et de remettre de l'ordre à sa façon. Alors pourquoi pendant ces 10 ans, justement, c'est pas mis en place un Nuremberg qui aurait permis de décontaminer les esprits? Alors justement, Boukowski arrive à Moscou et il dit « J'ai l'intention de faire un procès, type Nuremberg ». D'accord, il signe pas de problème. Au nom de quoi il parle, lui? De lui-même. Mais Boukowski représentait le dissident avec un grand D de l'Union soviétique. C'est un jeune garçon qui avait été en hôpital psychiatrique, qui a fait des années de prison, tout ça uniquement pour des idées. Écrivain. Oui, écrivain. Il a été échangé avec le secrétaire général du Parti communiste chilien, Corvalán. Donc il arrive et alors du coup, Helsinki lui donne l'accord d'aller dans les archives du comité central et il a été malin comme un singe parce qu'il avait apporté une petite chose qui était très expérimentale, sans doute que peut-être les Américains lui avaient fourni. Il avait apporté un petit stylo, c'est en vérité un photocopieur. Il photocopiait tout. Il en a fait un livre qui s'appelle « Jugement à Moscou », qui est le résultat de son pillage des archives. 1 an après, tous ceux qui n'avaient aucun intérêt à ce que ce passé sorte, a étouffé cette affaire, et Boukowski est parti sans avoir réussi son coup. Alors pourquoi ce blocage, j'imagine? Parce que tous les gens étaient encore en place. D'abord, et parce que l'Occident n'a pas voulu. Si l'Occident l'avait voulu, si les pays dits libres avaient voulu qu'il y ait un Nuremberg du communisme, ils l'auraient tenu. Ils ne l'ont pas voulu pour de multiples raisons. Commerce, mauvaise conscience, complicité. Ça n'a pas été fait parce qu'il n'y a pas eu de volonté internationale, comme il y a une volonté internationale en ce qui concerne le nazisme. La différence entre le Nuremberg du communisme et le Nuremberg du nazisme tient aussi à un détail important, c'est que dans le Nuremberg du nazisme, vous aviez les principaux dirigeants du nazisme. Mais en 1992-93, vous allez juger qui ? Staline n'est plus là. Ce qui reste, Gorbatchev, on ne peut pas dire qu'on pouvait le mettre en accusation de tous les crimes passés. Il n'y avait pas de bourreau, si je puis dire, vivant, de vrais bourreaux vivants. La seule chose que vous pouviez mettre dans le bol de l'excès, c'est l'idéologie communiste qui était la responsable de ces crimes. Mais c'est difficile de mettre une idéologie sur un banc d'accusés. L'opinion publique mondiale aurait très mal accepté, je pense à certains pays du tiers-monde, etc., qui voyaient le communisme comme une espérance. Ça aurait été très mal interprété. Ça aurait été interprété surtout comme une revanche
mesquine du capitalisme et du libéralisme. Donc finalement, ce n'était pas possible en vérité. Alors avant de parler des conséquences, puisque c'est l'objet de votre livre, Le retour des temps barbares, au fond, est-ce qu'il n'y a pas eu des points positifs dans le communisme? Globalement, est-ce que le communisme n'a pas permis dans le monde de faire progresser une espèce d'utopie sociale? Non, elle existait déjà. Elle existait. Il y avait tout le courant socialiste. Moi, je ne confonds pas M. Faure avec M. Mélenchon, par exemple, mais qui ont des idées quand même très différentes. Si je compare Jaurès avec Lénine, par exemple. Est-ce qu'au fond, cette différence entre la gauche communiste et la gauche non communiste, c'est pas ce qui divise aujourd'hui ces deux gauches irréconciliables? D'abord, vous remarquerez que LFI, les gens de LFI, ne se réclament pas du marxisme-léninisme. Ça ne veut pas dire qu'ils ne considèrent pas que Lénine est un héros ou que Fidel Castro est un homme formidable, etc. Les seuls qui peuvent dire éventuellement communistes, c'est des groupuscules, NPA ou trotskistes en général, oui, et qui disent mais nous, si on avait été au pouvoir, ça ne serait pas passé comme ça. Oui, je dis oui, ça c'est vrai, ça aurait été pire. Ça aurait été pire parce qu'il n'y avait pas plus idéologique, et aujourd'hui encore plus idéologique que les trotskistes. Mais les premières victimes du communisme ont été les socialistes, toujours, dans tous les pays où ils ont pris le pouvoir. Parce que c'était le cousin germain et qu'il fallait surtout tuer le cousin germain parce qu'il ne fallait pas que les gens puissent comparer éventuellement les deux. Bah, c'est ce qui s'est passé en 17. Hein. Ben, évidemment. Quand je vous dis que Lénine est le maître à penser du communisme, c'est exactement ça. Lénine a tout prévu, Lénine a tout dit. C'est lui le grand coupable, avec Marx. La lutte des classes est le moteur de l'histoire. Ce sont les deux grands coupables. C'est pour ça que le vrai coupable, c'est le marxisme-léninisme. Dans votre livre, vous dites que ce Nuremberg aurait pu peut-être changer les choses. Oui, bien sûr. Ah, j'en suis convaincu. Ça aurait changé quoi? Parce que ça aurait mis l'idéologie sur le banc des accusés. On aurait compris que ce n'est pas une question d'homme, c'est pas Staline, c'est pas Mao, c'est l'idéologie qui est coupable. La seule chose à sauver du communisme, c'est les victimes. La mémoire des victimes, bien sûr. Vous ne croyez pas à une influence globale et générale des systèmes communistes, au-delà de toutes les souffrances et les crimes qu'ils ont provoqués, pour pousser l'humanité dans son ensemble vers une plus grande sensibilité sociale? Vous ne croyez pas à ça? Alors, elle existe, cette sensibilité sociale. Le socialisme est un courant essentiel de la démocratie. Mais la pensée sociale qu'a apporté le socialisme est essentielle dans la démocratie. Moi, j'en suis convaincu de ça. Il y a une phrase qu'on attribue à Marx, Trotsky et parfois à Lénine. C'est la démocratie est une ruse du capitalisme. Qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment, n'oublions pas que l'ennemi idéologique était le capitalisme. Parce que le capitalisme, évidemment, si vous comparez les réussites du communisme et du capitalisme, c'est mal barré pour le communisme, soyons clairs. Hein. Même si le capitalisme, j'entends bien que ce n'est pas rose. Hein. Je vais vous donner un exemple. C'est que depuis la chute du communisme, c'est-à-dire depuis 1991, la part des pays pauvres dans le monde est passé de 38% aujourd'hui à 8%. Mais la victoire du communisme, elle est aussi dans les esprits. Parce que si vous pensez que le capitalisme est un système formidable, vous allez vous prendre une avoinée. Hein. Ne parlons pas du libéralisme. Oh, le libéralisme, ça a une très mauvaise presse. C'est pas un système parfait non plus. Vous savez, comme disait Churchill, on pourrait dire la même chose avec le système économique, la démocratie est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Le capitalisme est le pire des systèmes économiques à l'exception de tous les autres. Et c'est depuis que le capitalisme existe, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle du XVIIIe siècle, que le monde a considérablement progressé. Entre la naissance de Jésus-Christ et l'an 1000, la progression économique a été zéro. Entre 1000 et l'apparition du capitalisme, elle a été multipliée par 5. Entre l'apparition du capitalisme et aujourd'hui, par 100. Donc vous voyez que le capitalisme, dont on dit le plus grand mal, a permis un formidable progrès pour les êtres humains. Vous dites dans votre livre, au début, avant de vous lancer dans une démonstration implacable de la logique qu'il y a eu entre les régimes communistes et les dictatures aujourd'hui, comme la Chine et la Russie, vous dites que le déclic, ça a été la guerre en Ukraine pour vous, pour écrire ce livre sur le retour des temps barbares. Alors d'abord, la Chine n'est pas une dictature, c'est un pays totalitaire. Poutine est une dictature. Alors, expliquez-nous la différence. Dans un pays totalitaire, vous avez un parti unique, une idéologie unique. Il n'y a aucune respiration démocratique en Chine. Le russe, aujourd'hui, est quand même plus libre que le chinois. J'écoutais d'ailleurs ce matin sur France Culture une fille formidable qui vient de sortir un livre. Que pensent les Russes? Cette fille s'appelle Elsa Vidal. Retenez son nom, c'est formidable ce qu'elle a dit. Alors que pensent les Russes? Vous connaissez bien ce peuple, on est parfois sidéré de l'absence de résistance. Le tsarisme n'a jamais été une démocratie, n'oublions pas. Donc le seul moment où il y a une telle démocratie en Russie, c'est entre la chute du tsarisme et la prise du pouvoir par
Lénine, c'est-à-dire 1 an et demi ou même pas. Si on vous a tapé toute la vie sur la tête, et si vous n'avez eu que ça comme horizon que de voir un bâton qui vous tape sur la tête et qui vous bourre le crâne, c'est très difficile de relever la tête. Vous en redemandez même. Non, peut-être pas, mais enfin, c'est assez difficile de relever la tête. Mais ce qu'aiment, je crois, plus que la liberté, tous les hommes, c'est la sécurité. La sécurité, ne pas avoir de problème, ne pas s'emmerder. On connaît les règles, elles ne sont pas forcément celles qu'on aime, mais si on respecte ces règles, on n'a pas de problème. Il y a un sondage qui pose la question, est-ce que vous préférez la sécurité à la liberté ? 70% des êtres qui habitent dans des pays libres disent on préfère la sécurité et 30% disent la liberté. C'est effarant. C'est comme ça que prospèrent les dictatures. Exactement, c'est sur ce terrain-là que prospèrent les dictatures. Ukraine. Pourquoi ça a été la lumière qui vous a inspiré ce livre ? Je ne me suis jamais fait d'illusions sur Poutine. D'ailleurs, je vous signale que j'ai écrit en 2008 un livre qui s'appelle « Le KGB au pouvoir, le système Poutine ». 2008, parce que je voyais très bien où ça allait nous mener. N'oublions pas qui est Poutine. Poutine est avant tout un tout petit agent du KGB au fin fond de l'Allemagne. Pourquoi on l'a choisi ? Parce qu'à cette époque, on avait besoin d'un homme qui mette de l'ordre dans la maison Russie. S'il avait ouvert un peu la porte, et que dans cette porte s'est engouffré des oligarques qui ont pillé littéralement le pays. Le pays devenait une zone de Far West. Il y avait 3000 morts par an. Et pour mettre de l'ordre dans tout ça, il fallait quelqu'un qui ait l'appui des systèmes qui mettaient de l'ordre. On appelle ça les organes en russe, c'est-à-dire la police et surtout les services secrets. Donc l'Ukraine a ouvert les yeux de l'Occident. Oui, c'est quand même dingue. Avant le 24 février 2022, quand il y avait 1 500 000 soldats russes, chars et compagnie, qui étaient à la frontière ukrainienne, et qu'il y avait encore des gens qui disaient « ils vont pas oser, ils vont pas oser ». Et ils ont osé. Ils sont pris de déculottés. Ils ont perdu 1500 chars en un mois. Ils ont reculé. En vérité, si on y réfléchit, Poutine a perdu cette guerre. Il a totalement perdu cette guerre, puisque son objectif principal était de prendre toute l'Ukraine. Et à partir de là, d'imposer sa loi, d'ailleurs, aux Européens. Bon, il a réussi à prendre à peu près 20% du territoire. C'est pas très brillant. Ça a ouvert les yeux sur Poutine. Poutine est le pire adversaire que l'Occident a eu depuis Hitler. Heureusement, il n'a pas les forces d'Hitler. Mais il a la ruse, il a la méchanceté, il a le mépris de l'Occident, de tout ce que ça représente. C'est un homme excessivement dangereux. Et on le voit bien d'ailleurs dans les négociations, pseudo-négociations qui sont menées actuellement entre les Ukrainiens et les Russes via l'intermédiaire américain, avec un Witkoff qui ne connaît rien, qui ne sait même pas ce que c'est, où est Moscou, ni Saint-Pétersbourg. Donc on le voit dans les négociations, parce que Poutine ne bouge pas d'un iota. Il reste sur son Donbass, sur son Donetsk, il ne bouge pas d'un iota. Pourquoi la droite, cette droite qui a été si anticommuniste, aime autant Poutine ? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Poutine a un discours vraiment de droite, mais très valeur, très l'Occident est décadent, l'Occident est pourri, nous allons le sauver, etc. Et ça parle à l'extrême droite, ça parle à la droite. Qui pense que les valeurs sont détruites, que regardez-moi tous ces PD, regardez-moi ces immigrés qui nous envahissent. Tout ce discours autoritaire. Bien sûr, la droite, elle adore le discours autoritaire. Si elle arrivait vraiment au pouvoir, ça serait l'ICE, la police de Trump. Est-ce que ça explique aussi cette espèce d'affection que MAGA a pour Poutine ? Oui, bien sûr, évidemment. Et d'ailleurs, MAGA, c'est un mouvement en réaction par rapport à une certaine gauche. Après sa défaite politique, en tout cas la défaite du communisme, qui est quand même une idéologie qui se réclamait de gauche et qui était de gauche, après cette défaite-là, l'idéologie de gauche extrême s'est reportée sur les problèmes de civilisation. Et c'est comme ça que vous avez vu rire le wokisme, et le mouvement MAGA était une réaction par rapport à cette prise en main idéologique. On le voit d'ailleurs en France. On reproche aux universités, à juste titre, de recevoir quand même des gens qui sont très extrémistes. Parce que nous sommes dans un milieu de gauche bien marqué. Les professeurs, ils sont, comme les journalistes d'ailleurs, soyons clairs, 80% des journalistes sont de gauche. Pour le mec de droite, quel qu'il soit, il le voit, il l'entend, il le sait. Il est en colère. C'est toujours les mêmes qui ont la parole. Donc ça donne envie de... Allez, tout ça à la poubelle. Et l'autre, là, celui qui est de l'autre côté des frontières et qui a envahi l'Ukraine, ça correspond un peu à ça. On va faire du ménage dans toutes ces idéologies sociétales, et on va rétablir l'ordre blanc, occidental, chrétien. Voilà, et ça parle. Et alors, vous pensez que c'est pertinent ou c'est une illusion ? C'est une illusion, parce que si vous viviez sous le régime de Poutine, alors peut-être que certaines valeurs seront réhabilitées, mais en tout cas, ça sera pire que sous une démocratie, encore une fois. Cet aveuglement des démocraties et de l'Occident, avec la guerre en Ukraine, ils ont ouvert les yeux ?
Oui et non, parce que regardez un peu ce qui se passe à ces pauvres Ukrainiens. Vous savez, c'est un peu formidable quand on y pense. Je ne parle pas uniquement des gens qui sont sur le front, qui eux sont extraordinaires, mais je pense aussi à la résistance morale de ce peuple. Il faut dire que ce peuple a une très mauvais souvenir de la Russie, donc entre autres la famine de 1933. Quand on voit que les États-Unis se sont retirés totalement de l'aide militaire, quand on voit combien l'Europe traîne les pieds, même si elle accorde des crédits. L'Occident ne s'est pas réveillé. Si, il s'est réveillé, parce que l'Occident, il a la frousse. En vérité, l'Occident a peur de quelque chose qui n'arrivera pas. L'Occident a peur d'une invasion. Voilà, exactement. C'est-à-dire en disant « Ah, c'est le premier pas, vous allez voir, après, il va s'en prendre d'abord aux Pays-Baltes », ça c'est vrai, c'est son rêve, mais il n'a pas les moyens de ça. Il n'a pas les moyens. La Russie est en ruine. C'est vrai qu'on dit qu'ils sont au bord de la faillite, mais ça fait 4 ans qu'ils n'ont pas fait faillite. La Russie tient grâce à quoi? C'est la Chine qui entretient la Russie. C'est la Chine qui fournit beaucoup de son armement et de sa technologie et de son savoir-faire. Juste avant l'invasion de l'Ukraine, en 2022, Poutine est allé à Pékin, sans doute pour négocier l'aide des Chinois. En échange, ils ont des matières premières. Ils ont énormément besoin de matières premières. N'oublions pas que la Chine n'a pas de pétrole. Ils sont complémentaires, au fond. Exactement, ils sont tout à fait complémentaires. Donc, ils ont signé un communiqué commun en disant qu'ils voulaient instaurer un nouvel ordre mondial. Aujourd'hui, en vérité, nous avons deux ennemis. La Russie, qui n'a pas les moyens de ses ambitions, et la Chine, qui se donne les moyens de ses ambitions. Parce que la Chine, ça fonctionne, hein, croyez-moi. Ils n'avaient aucun porte-avions il y a ne serait-ce que 10 ans, ils en ont déjà 4. C'est aussi le résultat de des années de pillage des Occidentaux. Ils ont piqué énormément de choses, avec la complicité des entreprises capitalistes. Vous dites d'ailleurs que cet Occident capitaliste est aveuglé par ses intérêts. Évidemment, il y a un égoïsme épouvantable. Et en vérité, cet égoïsme est celui qui conduit le plus souvent aux guerres, parce qu'on est aveugle. Je pense que la Chine se donne les moyens de ses ambitions, contrairement à Poutine qui n'a pas les moyens de ses ambitions, mais les moyens chinois sont-ils aussi importants qu'on peut le croire ? N'oublions pas que la seule fois où l'armée chinoise moderne est sortie du bois, c'était contre le Vietnam. Ils ont pris une déculottée de déculottés. Moi, je pense que la Chine n'a pas d'expérience militaire. Vous dites bien dans votre livre que la Chine est un tigre de papier. Exactement, c'est un tigre de papier, j'en suis intimement convaincu. Dernière question avant qu'on aille vers la conclusion. C'est l'Iran qui surgit dans votre livre et dans votre analyse. Et c'est assez étonnant parce que vous dites que l'Iran est le troisième pôle de cet axe antidémocratique et qu'il est l'héritier de cette espèce de tiers-mondisme, marxisme, qui a provoqué une grande indulgence de la part des Occidentaux. Il y a eu l'autre jour, dans le Figaro, une grande page de Guillaume Perrault sur l'aveuglement complice de toute une partie de la gauche au moment de l'arrivée au pouvoir de Khomeini, c'est-à-dire en 1979, en disant « ça y est, cette nouvelle révolution, c'est formidable. Le flambeau est repris du tiers-monde sous une aile religieuse, mais après tout, pourquoi pas ?» Bon, on voit aujourd'hui ce que ça donne, parce que c'est quand même un terrible pays, ne serait-ce que le massacre qui vient de se passer. Aveuglement. Donc c'est vrai, parce qu'ils ont en commun... C'est pour ça que la coalition est importante. Ils ont en commun une haine viscérale de l'Occident, pour des raisons géopolitiques, pour des raisons historiques, pour des raisons de jalousie aussi. On est tellement riche par rapport à eux. Donc ce qu'on en veut, on va le détruire. Et riche et méprisant parfois. Et méprisant parfois, ça c'est clair. Comment vous voyez l'avenir? Est-ce que, au fond, les barbares vont gagner ou les démocraties vont réussir à s'imposer ou du moins à résister aux barbares? Vous êtes optimiste? Non, je suis pessimiste pour une raison simple. Je ne suis pas pessimiste par rapport à nos ennemis, que je pense que nous pouvons vaincre, incontestablement, parce que je pense que nous avons un système supérieur et nous sommes beaucoup plus riches. Je parle de nous, le monde occidental. Nous sommes capables d'avoir des capacités militaires très importantes. Donc ce côté-là, je n'en ai pas vraiment peur. Maintenant, évidemment, s'il y a une guerre mondiale, moi je crois beaucoup à la guerre mondiale qui arrive, je ne le cache pas. J'en suis même intimement convaincu que malheureusement nous allons droit devant une guerre mondiale. Il y a tellement de feux qui s'allument. À mon avis, on ne pourra pas l'éviter. À brève échéance? Avant 2050, ça c'est clair. Et encore, je dirais peut-être avant 35. Là, ça se déglingue de tous les côtés quand même. Vous voyez que ça se déclenche comment? Alors, cette guerre mondiale ne sera pas forcément une guerre atomique, avec une destruction massive. Il suffit de couper quelques communications, vous savez, et de couper quelques câbles sous-marins. Et aujourd'hui, vous êtes à l'âge de pierre, hein, quasiment, compte tenu de tout ce que vous avez dans vos poches. Comment vous la voyez arriver, cette guerre mondiale? D'abord, cette guerre mondiale, elle commencera par un conflit avec la Chine. Ça, j'en suis convaincu. C'est le foyer, il est là. Il est en Asie. Maintenant, après, avec toutes les alliances qui sont possibles, bien sûr la Russie, bien sûr l'Iran, bien sûr une partie des pays arabes, bien sûr une partie des pays d'Asie, une partie des dictatures africaines, il y aura une coalition anti-occidentale. Anti-occidentale. Maintenant, le problème n'est pas forcément cette coalition et pas forcément la puissance de cette coalition. Le problème, c'est nous. C'est notre volonté de résister et surtout la volonté de défendre notre système. Et ça, je suis déjà beaucoup plus inquiet. Parce que
Mais je vois combien les démocraties se resserrent de plus en plus par des lois, des caméras de surveillance, tout ça est fait au nom de notre sécurité. Mais tout ça me fait dire que ce modèle démocratique, qui était un modèle de liberté, est en train de se rétrécir. Mais avec notre consentement, c'est ça le pire. Et on votera pour éventuellement les partis les plus durs. Monsieur Bardella ou Madame Le Pen risquent d'emporter l'élection présidentielle. Il y a quand même des risques assez importants qu'ils deviennent les futurs dirigeants de ce pays. Bon, donc, si vous voulez, tout ça, c'est ce que j'appellerais une dénaturation de la démocratie. Monsieur Trump en est un exemple. C'est terrifiant ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Terrifiant. Donc tout ça est excessivement dangereux et excessivement préoccupant. Et c'est ça qui me fait dire que malheureusement, cette guerre, sur le plan militaire, sur le plan économique, etc., on pourrait la gagner, mais sur le plan des valeurs et de la morale, je suis moins sûr.